Oui, Radio Provence, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue avec notre ami aujourd'hui. On est en direct avec lui, alors originaire de Normandie, ayant plusieurs cordes à son arc. Il est comédien, chanteur, musicien, humoriste, scénariste, animateur de radio. Enfin, il a vraiment tous les atouts, et c'est dès l'âge de à peu près 11 ans qu'il est attiré par la musique. Vous allez retrouver aujourd'hui un vrai artiste, un passionné. Il s'appelle Jean-Jacques Delaunay. C'est un de nos parrains d'honneur et on est content de l'avoir avec nous aujourd'hui. Mets-toi dans l'autre sens, mets-toi Jean-Jacques, mets-toi droit, le Ah, téléphone droit. ouais, je sais. Alors, je suis. Attends. Et bonjour Parce à que j'ai toi un d'abord, support bonjour là. à toi. Salut à tous. Il faut que je mette ça à l'envers. Alors, je sais pas comment je vais faire. Ben, tu tournes le téléphone, tout simplement. Attends. Voilà. Voilà. Attends. Alors Parce que je suis tout voilà. seul là ici. Au moins, je te vois en grand là. Voilà, super. Bonjour à toi, Ok. Jean-Jacques. Bonjour à D'accord. toi. Merci de nous accueillir dans ton petit domaine. Alors, comme je viens de le préciser, comédien, chanteur, musicien, humoriste, scénariste et également animateur de radio. Alors, ça fait beaucoup de choses. C'est depuis l'âge de 7 ans que cette passion, elle t'a pris pour la musique. Parce que oui, ça m'a pris vers 11 ans. La passion, je sais pas si la passion, elle est venue tout de suite quand j'ai commencé à faire de la musique. C'est la pratique de la musique, en fait, qui m'a mis dans la passion. Je suis arrivé dans la musique un petit peu par hasard parce que maman avait l'amour pour la musique, pour les comédiens, pour la comédie, pour le cinéma. Et puis, on a déménagé à un moment, hein, j'avais 11 ans. Et puis, dans le village où je suis arrivé, on est arrivé avec ma famille, il y avait la musique, il y a la musique des écoles. Enfin, c'était une espèce de Une fanfare, quoi, une fanfare. fanfare. C'est une fanfare, mais une fanfare, il y avait pas que des clairons et des tambours, hein. Il y avait vraiment une harmonie avec, comme dans les musiques militaires, hein, avec des trombones en tête, des clarinettes, des trompettes, des saxophones, des flûtes. Enfin, il y avait voilà, tout un panel d'instruments qui font voilà, l'orchestre, les orchestres de, de militaires, hein. Et donc, elle nous a inscrits, mon frère et moi, dans cette musique-là. Et puis c'est là que j'ai découvert la musique. Et puis après, la route est longue. Donc, ça fait pas 4 ans après, on va dire, que tu te retrouves sur scène pour chanter dans les orchestres déjà très très jeune. Donc, c'est déjà c'est bien, quoi. C'est ça, c'est ça. À la suite de ça, j'avais 16, j'ai continué donc à faire de la musique durant entre 11 ans et maintenant, hein. Et puis vers l'âge de 16, 17 ans, bah, j'ai commencé à faire de l'orchestre, à jouer du trombone dans les orchestres, des orchestres de New Orleans, orchestre de bal, j'ai fait des bals aussi. Et puis je chante. Quand il y avait j'étais pas chanteur à l'époque, hein, mais j'adorais, par contre, j'adorais la chanson, hein. Et à la pause du chanteur, à chaque fois qu'il y avait une pause, je profitais de cet instant pour chanter une ou deux chansons ou trois chansons de Michel Sardou. Ça me permettait au chanteur officiel de l'orchestre de se reposer. Et puis moi, de me faire mes armes et surtout là, d'entrer dans cette passion de la chanson qui me tient toujours, que j'ai toujours. Et puis, alors, il y avait pour une petite anecdote comme ça, les femmes des musiciens à l'époque, dans les bals, elles venaient, enfin, il y avait en général, certains musiciens venaient avec leur petite copine ou leur femme, et puis elles se mettaient sur le banc, juste devant l'orchestre, à côté, sur les côtés, le long du mur. Et puis, les copines, les femmes du musicien disaient ma copine à l'époque, on n'était pas mariés encore, me disait, qu'est-ce qu'il chante bien, Jean-Jacques? Qu'est-ce qu'il chante bien, Jean-Jacques? Mais en fait, toute ma vie, ça m'a suivi, ça, voilà, ces félicitations sur la voix, sur ça. Alors, je n'y ai pas cru tout de suite, bien sûr. Alors, timbre de voix évidemment original et qui va te permettre justement de te faire remarquer. À 15 ans, tu charmes déjà donc les spectateurs avec ta voix de crooner, parce que tu as une vraie Ouais, voix de crooner. Et à 16 ans, ben, tu es engagé avec un trombone pour déjà dans plusieurs orchestres pour faire des balles. c'est ça. Bah, c'est ça. C'est ce que je fais comme ça, naturellement. Là, c'est du New Orleans, du jazz New Orleans.
faisais du rhythm and blues aussi, parce que c'était la grande époque où Otis Redding, enfin tous ces chanteurs qui ont marqué le style. Et puis des balles, jusqu'à l'âge de, jusqu'à l'âge de 20, 20, 22, 23, 24 ans, où là j'ai dû choisir parce que j'avais d'autres activités. Alors Jean-Jacques Delaunay, évidemment, surnommé le French Sinatra, Ouais, que tu avais, ouais, ouais. vraiment le timbre à Sinatra. Donc après, quand tu atteins évidemment l'âge de 18 ans, tu découvres une passion également pour la comédie. Et c'est en Oui, jouant dans une pièce, au Reste ou d'Andromaque, que Racine t'a pris un petit peu en émotion et t'as dit: «Je vais faire». voilà. Et quand je dis émotion, le mot est faible. C'est Ouais. vraiment une révélation à ce moment-là. C'est une des grandes révélations de ma vie, une émission les plus fortes, mis à part les émotions sur le plan privé, hein, qui sont Oui, l'amour, bien hein, sûr. les rencontres amoureuses et puis le mariage, la naissance des enfants, et puis tous les événements familiaux, et puis les grands événements que l'on peut vivre les uns et les autres, qui sont pour moi les émotions humaines qui sont le plus importantes de la vie. Mais sur le plan professionnel, c'est certainement l'émotion de cette révélation que j'ai eue en jouant au reste dans Andromaque quand j'avais 18 ans, qui a déterminé tout le restant de ma vie en fait. Après avoir joué cette pièce, je savais ce que j'allais faire de ma vie. J'allais être comédien. J'avais trouvé ma vocation et de là, je me suis inscrit au conservatoire. Et puis, j'en suis sorti quelques années plus tard avec un premier prix de comédie classique. Ensuite, j'ai joué C'est Molière bien, en c'est bien. troupe, hein. Molière, fait des comédies musicales, de l'opérette, des Alors choses merveilleuses. alors donc c'est à cet âge-là donc que tu comprends que tu veux devenir comédien, que tu vas être Oui, comédien parce que c'est oui, ta passion et tu sens que c'est là, tu peux pas perdre de temps donc tu t'inscris évidemment comme tu as au conservatoire, aux beaux-arts, tout ça et là donc oui. c'est dans de monsieur Chevrin donc qui va t'apprendre Jean Chevrin. Jean Chevrin qui va t'apprendre lui le métier complet de comédien. Oui, comme tous les élèves dans les conservatoires, hein, on apprend les rudiments déjà du théâtre, on apprend à connaître un peu plus les pièces. On fait c'est un cours d'art dramatique, hein, de la diction, et puis il faut aller au conservatoire pour savoir ce que c'est exactement. On imagine, hein, les gens préparent des scènes et puis et les proposent au professeur, mais avec tout l'ensemble de la classe, bien sûr. Le professeur fait sa critique, explique voilà, ça va ci, ça va pas, ça c'est très bien. Pourquoi? Là, tu dois mettre là-dessus parce que ci, parce que ça. Il y a des axes de comédien, il y a des regards, il y a des pauses, voilà, voilà, c'est un apprentissage, c'est un métier qui s'apprend. Et j'ai appris beaucoup avec Jean Chevrin. Alors la musique, elle t'a suivi. On va dire qu'elle t'a suivi puisque quelques mois seulement après, hop, c'est le service militaire et là, tu rentres dans la musique. Oui, oui, parce qu'à l'époque, je faisais partie d'un orchestre et le chef d'orchestre était lui-même au service militaire, faisait son service militaire. On était jeunes, hein, on avait 20 ans à peine, 20 ans. Et lui On est avait toujours jeune, 20 ans Jacques. ou 21 ans. On est toujours Comment? on est toujours jeune, Jean-Jacques. Ah, on est toujours jeune. C'est le cœur qui est jeune. Je pense qu'on est toujours jeune. Toi et moi, et puis d'autres, on est jeunes. Et on décide d'être jeune. La jeunesse, ça peut se décider aussi. Et donc, le chef d'orchestre, qui était dans la musique militaire, il faisait son service militaire, dit voilà, j'ai un des musiciens de mon orchestre privé, hein, qui est tromboniste. Et, euh, et, et donc, le gars m'a appelé, le chef de la musique, qui s'appelait Monsieur Dumont, pas Dumont, oui, je sais. Beaumont, chef de musique, Beaumont. Il m'appelle et puis il me fait faire une audition en fait avant le service militaire. Et puis en fin de compte, l'audition a été
réussi. Et il a demandé au service un peu plus haut que je sois versé dans sa musique. C'était à Rouen aussi, c'est le 39e régiment d'infanterie. Comme ça, je n'ai pas quitté ma ville de Rouen, ce qui permettait non seulement de faire de la musique dans cette musique militaire, et puis de pouvoir faire le mur tous les soirs pour aller voir ma petite copine. D'accord. Alors donc le service militaire fini, c'est bon, tu te dis: «Ça y est, maintenant je suis tranquille». Donc tu réintègres évidemment le conservatoire pour terminer ces trucs de comédie, d'où tu Oui, décroches également un diplôme et puis plein de prix. oui, premier prix de comédie classique, comédie moderne. J'avais fait la classe de chant aussi. J'ai fait la classe de chant avec Henri Pédex, qui était un grand professeur aussi, et un chanteur aussi, un baryton d'opérette et d'opéra comique. Enfin, un grand professeur aussi, un excellent chanteur. Et puis, donc, j'ai décroché des prix aussi. Là, je ne sais même plus lesquels d'ailleurs. J'ai fait des prix de chant, d'art lyrique aussi. Mais je ne pensais pas devenir chanteur à l'époque. C'était ma vocation, c'était comédien. Hein. J'ai toujours aimé la voix, j'ai toujours aimé le chant. J'avais du temps pour les cours, hein. Les cours 8 heures par jour, tous les jours, hein, au conservatoire. Donc il y avait la classe d'art dramatique. J'y donnais beaucoup de temps. Hein. Bon, je passais ma vie, mes journées au conservatoire, mais j'avais la possibilité de suivre des cours de chant et de musique aussi, hein, et je m'en suis pas privé. Quoi. Ah les personnages de Sganarelle, Gringoire, tout ça, ils t'ont quand même bien marqué. Oui, Ceux-là, ils t'ont bien tout marqué. à fait. Ouais, ouais, mon prix, je l'ai eu avec Sganarelle, hein, dans le Médecin malgré lui, premier prix de comédie, donc. Et puis ensuite, Gringoire, c'est la pièce qui m'a fait engager dans la troupe dans laquelle j'ai sévi pendant plus de 3 ans, qui s'appelle l'Expansion culturelle de Normandie, qui était une troupe itinérante. On allait jouer Molière dans les communes de Normandie. Hein. C'était une troupe itinérante. On jouait, alors on allait dans les théâtres, dans les communes, on montait le décor, et puis un peu comme hier, hein, on Comme avait avant notre caravane dans avec les nous. villages, on montait le décor, comme avant. C'est- Voilà, c'est ça. Et voilà, et on jouait. Et il y avait les scolaires, hein, toutes les écoles et les lycées, les collèges qui venaient dans les théâtres qui pouvaient contenir de 300, 400, 500, 1000 personnes. Et les écoles venaient et assistaient à ces pièces de Molière, mais ça malgré lui. J'ai joué Scapin, enfin les Fourberies de Scapin. Bon, j'ai fait un tas de choses. Voilà. Et puis l'opérette aussi. Alors moi, je vais parler maintenant d'une petite séquence qui va changer ta vie. Des amitiés qui vont changer ta vie. Alors, les amitiés qui vont changer ta vie, un jour, lors d'un séjour en Camargue, eh bien, au Sainte-Marie-de-la-Mer, être plus précis, tu croises on va dire, de plusieurs alors les bailando, les Reyes, et puis tu commences à apprendre à connaître, à aimer et apprécier aussi la musique, les musiques gitanes. Manitas del Plata, dont Ricardo Ballardo et également, vraiment, des grands personnages qui vont là aussi te marquer un petit peu dans cette page musicale. Oui, en fait, la vie, c'est une série de coïncidences qui n'en sont peut-être pas d'ailleurs, parce que moi je crois au destin, je ne sais pas exactement ce qu'il est, mais il y a une part de destin dans nos vies et de chance qu'il faut savoir saisir quand elles arrivent. Il y a des rencontres qu'on ne prévoit pas, ça nous arrive comme ça. Et moi j'ai eu cette chance-là, j'ai toujours cette chance-là de rencontrer, de me trouver à des carrefours par moments où il y a des gens euh, et, et, et qui donnent soit un conseil, soit qui donne une adresse, et puis qui nous emmène pour 2 ans, 5 ans, 10 ans sur une route. Et ça a été le cas pour Manitas des Plata. J'étais pas par hasard au Sainte-Marie-de-la-Mer parce que j'y allais depuis l'âge de 19 ans, tous les ans. J'adore toujours les Sainte-Marie-de-la-Mer. Et puis, par hasard, je faisais du camping, j'étais jeune, hein, je faisais du camping, et à côté, il y avait le cousin de José Reyes, qui est le papa des Gypsy Kings, qui était à la tente à côté, puis je les gitans, et qui s'installe et qui commence à jouer, sortir les guitares. Et alors, Manitas de Plata, José Reyes, donc qui était le chanteur
de Manitas, enfin le chanteur de Manitas, qui était le chanteur qui accompagnait Manitas, qui se faisait accompagner par Manitas. Difficile de dire, c'était tellement c'était pas un chanteur qui accompagnait quelqu'un, c'était vraiment le pape des chanteurs flamenco en France, hein, un grand monsieur. Et j'ai fini par, à la fin de l'après-midi, d'acheter la guitare de Manitas, qui est là d'ailleurs, et je vais peut-être 5 secondes pour ouvrir la boîte. J'avais la boîte et juste là, je vais te montrer la guitare. Là, il faut que je sorte la guitare de la boîte, ça vaut le coup. Ouais, parce que pendant que tu sors la guitare, la guitare, tu la maîtrises parfaitement, la guitare. Le rythme de la rumba flamenca, tout ça, tu maîtrises là. Tout à fait, tout à fait. J'ai appris donc avec José Reyes. José Reyes, le chanteur qui est donc le papa des Gypsy Kings, hein, qui m'a appris à jouer la rumba. Alors voilà la guitare en question. Elle est magnifique, hein. C'est la guitare de Manitas. Tu peux nous faire un C'est petit la guitare de morceau, Manitas. tu peux nous faire quelques notes à la guitare? Ben là, la guitare, elle n'est pas accordée parce que je m'en sers pas. Je m'en sers pas parce que parce que j'ai d'autres guitares. Il y a beaucoup de choses à faire en ce moment. Et voilà. Et alors, tu vois, elle est signée. Elle est donc signée Manitas, je ne sais pas si on peut voir, c'est peut-être à l'envers aussi, Manitas de Plata et José Reyes qui ont signé la guitare. Alors, pour moi, c'est une pièce de musée et c'est une pépite, c'est formidable. Alors, si tu veux, par contre, j'ai mon autre guitare là. Et pas juste non plus. C'est ma guitare de travail, mais comme ça fait 2-3 jours, je m'en suis pas servi, j'étais en gala, elle est désaccordée. Oh là, fausse. Bon, alors c'est suite un petit peu à ces rencontres là, évidemment. Attends, je voudrais te faire le rythme là. Elle est fausse la guitare. Allez, vas-y. Ah, c'est dommage. Ça fait rien. Alors c'est le rythme en question qu'ils m'ont appris, qui ont décidé aussi beaucoup de choses dans ma vie. C'est ce rythme. Voilà, alors ça, je tiens ça merci. Et avec ces chansons, ouais. avec ce rythme et cette façon de jouer, je suis remonté à Rouen, où j'étais toujours à Rouen, donc, et j'ai commencé pour les copains à faire ça. Et il y avait un de mes copains de conservatoire qui s'appelle Alain Cocagne, avec lequel j'ai commencé à écrire une chanson. Justement, alors voilà, voilà, j'allais en venir à ça. Donc, ouais. Tu commences à composer, évidemment, à écrire des chansons, et puis tu retrouves donc ce comparse du conservatoire, Alain Cocagne, avec lequel tu montes un duo pendant quelques années. Cocagne et Delaunay, ça a été une vraie rencontre. Là. Ouais, une vraie rencontre. Aussi le hasard ou le destin. Parce que on décide pas de faire un duo à succès. C'est une rencontre. Il y a une alchimie entre les personnalités qui fait que on s'entend et puis ça fait succès un peu comme Las Palais et Chevalier, Laurel et Hardy, enfin tous les grands duos, parce que j'estime et je suis certain que Cocagne et Delaunay étaient un grand duo, très grand duo. Et on a fait un tabac à Paris et en France partout. On a fait l'Olympia, on a fait des premières parties insensées avec une multitude d'artistes, Sacha Distel, Annie Cordy, Patrick Sébastien, enfin un monsieur qui t'a donné, un monsieur qui s'est un petit peu investi avec toi et qui t'a donné ce petit coup de main au départ, qui t'a poussé un petit peu, c'est Dominique Paturel. Oui. Alors c'est une rencontre fortuite apparemment. On rencontre avec mon partenaire Alain Cocagne. On n'était pas professionnels encore. Enfin, on n'était pas en vrai duo parce que on faisait ça en dilettante pour s'amuser à l'époque. Et Dominique Paturel et Francis Lax, qui étaient deux comédiens formidables, fantastiques, et qui faisaient beaucoup de doublage. Alors, leur spécialité, c'était du doublage de film et de feuilleton. Mais c'est un grand comédien. Dominique Paturel, il avait joué
le Chevalier Maison Rouge, je crois, D'Artagnan, enfin, un tas Ouais, de ouais, choses à ouais, la télé. je C'est une connais, vedette à l'époque. Dominique Paturel. Et puis, oh, donc, il nous donne une adresse de cabaret parisien. Et c'était la Galerie 55, rue de Seine, à Paris, pour ceux qui connaissent, géré par René Le Gueltel, le propriétaire, le patron de ça, et qui nous auditionne. On va voir ce monsieur-là, sur le conseil de Dominique d'ailleurs, et puis, bien sûr, et de François. Et puis, on, bah, on est engagé non pas à la Galerie 55, mais au caveau de la République. Et puis, nous envoie chez Martial Carré, qui était directeur du caveau de la République. On fait une audition privée qui fait marche du tonnerre. 8 jours après, une audition publique avec 500 personnes dans la salle du caveau de la République. On fait aussi un tabac, un gros succès. Et on était engagé tout de suite. Et là, c'était le début d'une carrière parisienne pour le duo, qui dure pratiquement, qui dure encore d'ailleurs, puisque même si le duo n'existe plus, moi je suis encore à Paris souvent. Pas Alors, plus dans les cabarets, hélas, parce que les cabarets, il n'y en a plus. 1976, évidemment, les succès étaient là, et étaient au rendez-vous puisque, les Français découvrent Cocagne et Delaunay. Évidemment, c'est dans le temple des chansonniers que vous taillez la plus grosse réputation, on va dire. Et puis, Oui. Patrick Sébastien vous présente à Jacques Masboeuf également, et ce Masboff, dernier, voilà, oui. Masboeuf, qui est également le patron du cabaret Le Pont du Salut. Et, Oui. et avec ça, avec Françoise Rosé, tout ça, vous avez fait vraiment des grands trucs là. Ah oui, c'était alors Patrick, donc qui était dans le programme, Patrick Sébastien qui était dans le même programme que nous au caveau de la République, devant le succès phénoménal que l'on faisait tous les soirs, il nous emmène. Lui, il faisait d'autres cabarets. Il y avait une tournée, il faisait une tournée de cabarets, c'est-à-dire il faisait 3, 4, 5, 6 cabarets tous les soirs. Et il nous emmène, il nous présente à Jacques Masboeuf, donc dans ce cabaret qui s'appelait le Port du Salut. On est engagé tout de suite. Pareil, on fait un tabac monumental tous les soirs, tous les soirs. Et de là, le bouche-oreille fait que 15 jours après, on fait un troisième cabaret. Un mois après, on fait un quatrième cabaret. Et au bout je sais pas moi, 2 mois, 3 mois, on faisait 5 cabarets tous les soirs. Et Le on était connus comme le loup blanc. On était les nouvelles révélations du cabaret parisien. le Don Camillo, notamment le Don Camillo. Et puis Oui, justement, ben, tout ça, tous ces cabarets, eh bien, ça fait qu'un jour ou l'autre, un jour, eh bien, vous commencez à participer, on va dire, à des émissions de télévision. Alors avec Guy Lux, avec donc dans Hit Parade, Top Club, Système 2, et puis également dans d'autres émissions de Patrick Sébastien, notamment. Patrick oui, Sébastien, oui. qui est devenu à cette époque-là un grand producteur et un grand animateur de la télévision, donc comme Farandole, Sébastien C'est Fou, et voilà. Mais malheureusement, ben, Cocagne et Delaunay en 78, ils se séparent. Ils se séparent, et puis Jean-Jacques prend sa route, sa vitesse de croisière pour continuer évidemment le spectacle. Il a l'ardeur, il a toujours autant de passion, et cet homme de cabaret, heu, tu es toujours le grand homme de cabaret. Tu restes Oui, au taquet et au sommet en tant qu'homme de cabaret. oui, parce que pour moi, le cabaret, c'est la Formule 1 du spectacle. Parce qu'il n'y a pas de triche possible. On est en prise directe avec le public. Au cabaret, le public est à 1 mètre 50 de nous, hein, dans les dîners Bien spectacles. Et sûr. même, c'est tout juste si on ne chante pas sur les genoux des gens. Alors, dans la salle, il y a des cabarets, il y a 20, 30, 50, 60 personnes. Pour les cabarets les plus grands, il y a comme le Don Camillo, il y a 200, 250. Euh, qui s'appelle le Haut César maintenant. Pareil, il y a 250 personnes, mais c'est vraiment le maximum. Ce sont des spectacles à taille humaine, et on est seul en scène ou en duo, enfin, mais en tout cas, il n'y a pas de triche. Il y a des lumières, bien sûr, il y a un micro, mais il y a pas d'artifice. On est lancé comme ça pour une demi-heure. Et puis, voilà, on doit être très, très, très efficace. C'est une rude école, c'est la meilleure des écoles pour un artiste c'était le cabaret. Et le cabaret, hélas, n'existe plus à Paris, plus de cabaret à Paris.
Il reste chez ma cousine à Montmartre, au César dont je parlais. Il y a le Grenier, il y a la Montpanier. Enfin, il reste, ça se compte sur les doigts de la main ce qui reste. Mais par contre, en province, il se crée des cabarets. Et Alors, je fais souvent des cabarets moi, en province. alors 91, Et donc, vas-y, fini. excuse-moi. Ouais, c'est parce que c'est le cabaret, c'est tellement passionnant. Euh, et, et donc, ce cabaret, je disais, c'est la Formule 1 du spectacle. Il n'y a pas de triche. On y apprend beaucoup de choses, la relation avec le public et à faire rire aussi. Et le rire, pour moi, c'est quelque chose de très important pour moi. Alors, il y a la voix d'un côté, les grandes chansons, la chanson, hein, et le faire rire le public, ça donne un sens à nos vies. On a besoin de savoir pourquoi on est venu sur. Moi, j'ai besoin de savoir pourquoi je suis venu sur Terre. Ben, je suis venu pour faire le clown sur scène et pour charmer ou voilà, pour créer du bonheur, pour d'offrir du bonheur. C'est ma vocation première. Alors le Frank Sinatra, il continue sa carrière, il cartonne bien, il cartonne fort même, puisqu'en 91, il fait La Classe, tu rentres dans La Classe évidemment, et Ouais. puis malheureusement, il y a un petit un petit malheur Oui. qui s'abat sur toi et qui te fait, en fin de compte, on n'en parlera pas, qui te fait Mm. que tu te retires un petit peu du monde de la nuit, du monde de la chanson Mm. pendant quelques temps et tu quittes même la capitale, pour assurer évidemment, l'éducation de tes 2 enfants Mm. et tu mets ta vie un petit peu en parenthèse, on va dire. Tu mets ta vie un petit peu en parenthèse Ouais. pendant quelque temps. Heu et puis tu achètes un restaurant à Rouen, tu le transformes puisque l'esprit du cabaret, tu l'as dans le cœur et dans la peau et tu le transformes en lieu de chansons et de spectacles, où ta personnalité évidemment et ton sens de l'accueil est toujours présent et la convivialité est là et c'est ce qui te permet de redémarrer. Oui, oui, en fait, me suis retiré à Rouen et j'ai acheté ce restaurant, c'était justement pour, euh, pour, euh, pour conserver ma famille soudée autour de moi, même mes 2 enfants, après un malheur qui s'était abattu sur la famille. Euh, et cette passion pour la chanson a fait que ce restaurant, je l'ai transformé. Ça s'est fait tout seul, ça fait machinalement, ça s'est fait. Bon. Et puis là aussi, ça a été, c'est un endroit, ça s'appelait le Viatoni. J'ai cartonné, le restaurant, il a cartonné, le cabaret a cartonné pendant des années. Les gens venaient faire la fête chez moi. Les gens étaient montés sur les tables parce que c'était la liberté de monter sur les tables. Oui, ça paraît une expression, mais j'ai vu des gens monter, s'exciter, monter sur les tables, chanter. Mais j'adorais ça. J'adore toujours voir les gens heureux. Et il n'y avait pratiquement pas de limite à la joie et au bonheur. Et les gens pouvaient s'exprimer comme rarement ils pouvaient s'exprimer parce que le spectacle était sur scène, mais il était dans la salle aussi. Les gens chantaient, je les faisais chanter. Enfin, ça a été un moment formidable aussi et qui a duré 7 ans et jusqu'au moment où certaines douleurs que j'avais douleurs intérieures, hein, pas des douleurs physiques. Et j'ai mis des pansements sur mes douleurs. Et puis, je me suis cru autorisé de repartir à Paris pour faire mon métier de saltimbanque, vraiment. Donc après plusieurs années de succès, donc la petite séparation avec, Cocagne, Alain Cocagne et puis les petits malheurs de la maison évidemment, eh bien, Les tu gros tu as malheurs. toujours voilà, tu as toujours, eu, cette, cette envie de continuer, je vois ici, tu passes à Antenne 2, au Petit Théâtre de Bouvard et puis tu fais une petite collaboration également avec Serge Liado, heu, qui écumait un Oui, peu lui aussi les grands cabarets. oui. En fait, quand je suis revenu à Paris, le théâtre commençait. Enfin, il avait déjà commencé, mais Bouvard cherchait à renouveler un petit peu
son cheptel de comédiens. Il y en a beaucoup pour se lancer dans des carrières individuelles. Hein. Smaïn, les inconnus, enfin, des gens que l'on connaît maintenant. Il y en a très peu. Des gens par rapport au nombre de comédiens qui sont passés par le théâtre de Bouvard, très peu sont devenus des vedettes, des grandes vedettes. Donc, Philippe Bouvard m'appelle pour le théâtre de Bouvard sur le conseil de Serge Jadot et d'autres de mes amis qui étaient au théâtre de Bouvard, comme Mathieu, Jean Martini, qui appartenait à un duo qui s'appelle Lapin et Martini, et qui conseille à Bouvard de m'appeler. Alors Bouvard m'appelle et je rentre au théâtre de Bouvard et j'y suis resté pendant 2 ans et demi. Et ensuite j'ai fait la classe parce que j'avais fait beaucoup d'émissions, comme tu le disais, avec Guy Lux précédemment. Et puis, je croise Guy Lux dans un couloir à la télévision un jour, et il me dit, je monte une nouvelle émission, j'aimerais bien que tu viennes dans cette émission. Et c'était la classe, et donc je suis passé du théâtre de Bouvard à la classe, et encore, j'y suis resté encore pendant 2 ans et demi. Alors, là, on va, avant de terminer, on va parler un petit peu du passage de chanteur, parce que là, le grand passage d'être chanteur et showman, c'est quoi? C'est Unis qui te demande de venir. Oui, oui, oui. Un jour, je chante, enfin, un jour, je chantais souvent hein, dans un endroit sur la place du Tertre, Crémaillère 1900. Et un jour, il y a une journaliste américaine qui est là et qui vient me voir à la fin du spectacle, qui me dit, je n'ai jamais entendu un chanteur français chanter comme vous chantez. Et elle me dit, il faut aller aux États-Unis, vous allez faire un succès, un tabac là-bas. Je dis, oui, mais je suis allé aux États-Unis 2, 3 fois, mais je connais personne du métier. Voilà. Et il me dit, attendez, je vais voir ce que je veux faire. Et 2 mois après, je reçois un coup de téléphone de Las Vegas me demandant de venir si j'étais disponible le 14 juillet. C'était en 2013, c'est pas si vieux que ça. Enfin, ça fait 11 ans. La mémoire, Et la date, elle reste bien gravée quand même, hein. ah ben oui, on peut pas oublier ces choses-là. J'avais d'autres projets sur les j'ai tout annulé pour aller faire Las Vegas ce 14 juillet et j'ai fait un succès et ils me disent mais il faut t'installer, il faut revenir. J'y retourne en décembre en 10 jours. Le producteur qui m'avait fait venir concocter hein, une petite tournée enfin dans plusieurs endroits à Las Vegas, plusieurs sites où j'ai chanté. Pareil, ça a confirmé ma première impression. Et je reviens en France, décidé à voir la chose sérieusement. Je reviens pendant 3 mois en début d'année avec ma famille, du coup, parce que je comptais m'expatrier, je comptais partir avec Gaïs, mon fils, et ma femme, Gaïs qui avait à l'époque 14 ans. Et on loue une maison, etc. Je chante le soir, et puis je commence à penser que c'est fait pour moi. Je vais rester à Las Vegas et je fais les démarches avec un avocat pour avoir les autorisations nécessaires pour pouvoir m'installer là-bas définitivement. Je rentre en France, je dis au revoir à tout le monde, je fais une grande réunion de famille avec des amis, une grosse fête pour dire bon bah je vais partir, je quitte la France. Et puis en fin de compte, les procédures avec l'avocat, ça durait. Il fallait toujours des pièces justificatives, des traductions d'articles de journaux, etc., des preuves, des machins. C'était la croix et la bannière, le parcours du combattant pour obtenir ces autorisations. Au bout d'un moment, j'ai changé d'avocat, je n'ai pris un autre parce que celui-là ne me semblait pas suffisamment performant. L'autre recommande à me demander des pièces et des pièces. En attendant, je revenais tous les ans hein, à Las Vegas et entre un mois et 3 mois, je continuais à pratiquer Las Vegas, mais je rentrais en France. Et puis au bout d'un moment, alors cette procédure a duré 2 ans avec l'avocat pour pouvoir. Et puis à un moment, j'ai dit bon bah j'arrête, je mets bas les marteaux, hein, je renonce à m'installer à Las Vegas parce que Gaïs avait pris 16 ans et demi. Il avait rencontré sa petite copine qui est encore sa petite copine aujourd'hui, ça dure. Hein, et je voulais pas casser cet amour naissant. Et j'ai renoncé à la carrière de Las Vegas un peu pour des raisons familiales, des raisons de cœur, pour ne pas déraciner Gaïs, l'emmener à Las Vegas avec moi, et puis rompre un amour naissant. Donc voilà, je suis toujours en France, je vais toujours à Las Vegas, je vais manger. Je reviens de Belgique, là, j'étais dans un cabaret qui s'appelle l'Enclos,
à Verviers, le pays de Jean Vallée. Et puis, je pars à Montréal, là, de cette semaine, pour 10 jours. Je vais rencontrer des producteurs et je vais faire un spectacle ou deux. Et puis, je reviens pour le 22, 22 et 25. J'ai un spectacle en Italie, à Ragazza, à côté de Milan. À Livorno le 25, en Toscane, à côté de Florence, avec un grand orchestre, plus de 20 musiciens, des violoncelles, enfin, un truc faramineux, l'orchestre d'Alessandro Bartolozzi, des orchestrations de Massimo Barsotti, sublime. Je vais passer à des moments encore fabuleux. Voilà, donc je continue à chanter à l'étranger, et puis en France, bien sûr, alors avec ces deux casquettes, crooner, et puis le rire. Voilà. Alors, pour terminer cette petite interview, parce on aurait encore plein de choses à dire, on passerait encore 1 heure ensemble, ça serait le super top. On va te retrouver en France et Je fais des spectacles tout, hein, à droite, à gauche. Hein. J'ai pas de spectacle programmé dans un Paris, par exemple, sur une durée de 1 mois, comme je pourrais faire. Mais ce sont des spectacles ponctuels. Hein. Là où on me demande d'aller, hein, là où on m'engage, je vais. Hein. on Alors, peut je trouver tes vais dates faire le on crooner. peut trouver tes dates sur ta page? En fait, je à mesure quand je les donne, parce que je fais beaucoup d'événements privés qui ne regardent personne, c'est des événements privés. Hein. Exactement, Je fais des... exactement. Voilà, donc Écoute, je mets pas tout sur. si les dates qui sont pas privées, tu peux nous les mettre sur la page, comme ça on Oui, pourra oui, oui. annoncer un petit peu aux gens. Et puis, petite question, pour joindre, mais je sais que je le sais, mais comment on fait pour joindre Jean-Jacques Delaunay si on a envie d'un spectacle? Là déjà, on peut aller sur sur Facebook, ou Messenger, sur Messenger, voilà, Jean-Jacques me mettre un petit Delaunay. message, Jean-Jacques Delaunay. Et puis sinon, je ne sais pas si les gens pourront le noter, c'est relativement facile. Hein, c'est Jean-Jacques Delaunay, tout attaché, sans espace, sans tiret. Jean-Jacques Delaunay @wanadoo.fr. Donc Jean-Jacques Delaunay, c'est facile. Il y a juste à retenir wanadoo, wanadoo.fr, Voilà. wanadoo.fr. En tout Ou cas, même si les gens de radio, ils te téléphonent à toi, et il y puis a tu aucun me mets en souci. contact C'était avec que eux. voilà, en tout cas, écoute, Bah, nous attends, je profite pour dire encore que j'ai toujours mes deux disques à la vente. Hein. French Melodies avec les grandes chansons françaises. Hein. C'est si bon, l'hymne à l'amour, les moulins de mon cœur, et maintenant, les grandes chansons françaises. Et puis là, le crooner du rire, toutes mes chansons, enfin pas toutes, hein, mais certaines qui sont connues du grand public, d'autres non. Hein. Il y a Pénélope, bien sûr. Hein. Pénélope, je reviens d'Hawaï. Ma pauvre Lily, tu pètes au lit, tout un programme. La pizza, Big Wood Blues, Tu pues, enfin des chansons certaines chansons qui sont connues des gens. Donc pareil, si les gens qui veulent ce disque-là, par le biais de Messenger, me font un message ou voilà, ou te demandent mes coordonnées à toi, Batoche, il y a aucun que souci, tu pourras t'inquiète leur pas, fournir. voilà. Et bien, écoute, tu nous as fait passer un petit moment de bonheur. Tu vois, on n'a pas vu le temps passer, 40 minutes, c'est déjà beau, c'est bien et on te remercie vraiment du fond du cœur de ce petit interview ce matin. On espère évidemment, et on souhaite et on le sait de toute façon, que ta carrière, elle va encore, évoluer, que tu vas avoir des belles rencontres dans ta vie et Ouais. pour ma part personnelle, c'est une belle rencontre. Nous, on a fait connaissance avec toi il y a quelques mois, 1 an ou 2 et puis tu es venu nous rejoindre en tant qu'ambassadeur. Toute l'équipe en était super ravie et en est toujours super ravie. On sait que tu es là, il y a pas de problème et on avance, en pensant à vous parce qu'à tous les parrains d'honneur qu'on a, si on se donne et sûrement pour vous puissiez dire, parrain d'une radio, mais c'est quoi et aujourd'hui, Eh les ben, gens vont te connaître. On a reçu premièrement une amie à toi, celle qui est venue là, qui est en direct et on est ouais. on est très fiers de voir aujourd'hui. Si
apporté un gros moment. Je voudrais pour, si je conclusion, je vais pas Var, mais je rêve de dans le Var, un spectacle et pourrait participer Jackie Courcey, parce que j'adorerais ou deux avec Jackie Courcey, extraordinaire, la meilleure interprète de France à mon sens, à mon avis, hein, formidable, une façon d'interpréter, une intelligence du texte, c'était une personne remarquable, puis sur le plan du cœur, c'est une personne et c'est une chanteuse et une chanteuse et je rêve de pouvoir chanter avec elle. Et si un jour je viens dans le Var, que ce soir je fasse ce spectacle. Et que tu viennes nous voir surtout, hein, aussi, hein. Eh bien, je passerai bien sûr. Et puis on va en direct à la radio. Merci Jean-Jacques, que ce soit une bonne journée. Et puis, ça a été vraiment un réel moment de bonheur et on en est très fiers. Merci beaucoup. Toute l'équipe te Salut. fait un bisou elle te fait Ouais. un gros bisou. Je vous embrasse tous et puis bisous et puis à France et puis Jacques, à bientôt. salut, à bientôt. Amitié.